Bonjour et bienvenue dans cette séquence suite du M51 diagnostic forestier dédié à la pédologie. Nous allons conclure sur le sol et l'alimentation en eau. Commençons par quelques généralités sur le bilan hydrique. L'analyse du rhume ne suffit pas pour juger de l'alimentation en eau. Ce n'est juste qu'une indication de réservoir utile maximal. Il va falloir prendre en compte le remplissage de ce rhume. On va donc prendre en compte dans le bilan hydrique les entrées, avec par exemple les précipitations, dont seulement 75% atteindront le sol, l'infiltration qui va pouvoir ou non avoir lieu dans de bonnes conditions, et à l'inverse les sorties, comme le ruissellement qui va faire que l'eau ne rentrera même pas dans le sol, mais aussi le drainage vertical et le drainage latéral qui peuvent avoir lieu sur des pentes. On va enfin pouvoir juger de l'absorption par les arbres et de la vitesse à laquelle il y a évapotranspiration, évaporation directement du sol et transpiration par les arbres. Donc tout ça va jouer directement sur la manière dont le rhume est utilisé avec la vitesse d'évolution de la réserve utile disponible. Le rhume compense en partie une sécheresse estivale qui dépend d'autres facteurs. On parle bien ici de l'été. Imaginons qu'on a en été un accès théorique illimité à l'eau. Dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle l'ETP, l'évapotranspiration potentielle. C'est ce qu'un arbre pourrait exprimer au maximum et donc avoir une productivité maximale. Les entrées en été sont inférieures à l'ETP. On a un déficit hydrique estival en France en moyenne. Et donc on considère qu'on a un P précipitation moins ETP inférieur à 0. Plus ce P moins ETP est négatif, plus il y a un manque par rapport à ce que l'arbre pourrait évapotranspirer. Donc on va analyser le rhume, mais également les situations qui amplifient ou qui diminuent les besoins des arbres. Commençons par les facteurs amplifiant les sécheresses. Tout d'abord, il y a l'exposition. Sud, elle augmente l'évapotranspiration potentielle. Si le versant sud, il est au soleil, et donc il y fait plus chaud, il y a une augmentation de l'ETP, et donc la réserve utile disponible est plus vite utilisée. A l'inverse, sur un versant nord, il y fait plus frais, et il y a donc une diminution de l'ETP, la réserve utile va durer plus longtemps. Une station peut être exposée à un vent dominant séchant. Ainsi, une crête exposée à un vent régulier sec va entraîner une augmentation de l'ETP et donc une réserve utile disponible plus vite utilisée. Vous avez maintenant compris le principe. A l'inverse, en situation de zone protégée du vent, on va avoir une zone plus fraîche et donc une diminution de cette ETP. Prenons en compte maintenant la topographie. Les situations neutres n'ont pas plus d'entrée latérale que de départ. Si on prend un terrain plat, on va avoir une absence d'apports latéraux et une absence de départ latéraux. Donc une situation neutre. On parle d'un coefficient de 2 sur 5. En pente, on va avoir des apports cette fois, puisque l'eau va arriver d'en haut, mais également des départs. Si on est en milieu de pente, les deux sont égaux. Donc on va avoir également une situation neutre. Attention, on parle bien du milieu de pente ici. Il y a plus de départs que d'entrées lors d'une augmentation de pente. Ainsi, en crête, on va avoir peu d'apports latéraux, ils seront peut-être même négligeables, et on va avoir des départs latéraux. Et donc, on va avoir une situation où les apports sont inférieurs au départ. On est sur une situation négative, 1 sur 5. En rupture de pente, c'est la même chose. On va avoir peu d'apports et des départs. Donc, quelque chose qui est inférieur au départ, on a une situation négative également. Les pertes latérales font qu'il y a un moindre remplissage du rhume. C'est ainsi qu'on va avoir quelque chose qui n'est pas très intéressant. Les apports latéraux amènent de l'eau dans le rhume. Donc s'il n'y en a pas ou moins que de départ, ça va poser problème. Il y a plus d'entrées latérales que de pertes lors d'une diminution de pente. Ainsi, en bas de pente, on a beaucoup d'apports et très peu, voire quasiment pas de départ. On va donc avoir quelque chose qui est intéressant puisque les apports seront supérieurs au départ. On est sur une situation positive. On parle d'indice de 3 sur 5. En rupture de pente, c'est la même chose. Des apports, moins de départ, la pente est plus faible. Donc les apports sont supérieurs au départ, on a une situation positive. Enfin, il y a des situations particulières qui sont extrêmement intéressantes lors des diminutions de pente. C'est le cas par exemple des fonds de vallon. Là, on a un approvisionnement dit exceptionnel. On a énormément d'apports latéraux et pas de départ. Et donc, on va parler d'une situation extrêmement positive. Et là, l'indice est de 5 sur 5. Donc, on a vraiment passé un cap par rapport à la situation neutre. Parlons maintenant des remontées capillaires à partir d'une nappe phréatique.
Certains sols sont situés au-dessus d'une nappe permanente profonde. C'est le cas par exemple dans les plaines alluviales où on va retrouver une nappe phréatique profonde. En été, son niveau baisse, mais elle est toujours présente. Et donc on a ce qu'on appelle une hauteur d'étiage. Si les arbres arrivent à envoyer les racines directement dans cette zone-là, on va avoir une alimentation en eau directe. Donc c'est très très intéressant. Mais il y a des situations où l'accès direct n'est pas possible. Cependant, des remontées d'eau par capillarité peuvent alors assurer les besoins en eau. Ainsi, on est bien en été, attention, on va pouvoir avoir des remontées capillaires puisque la surface du sol est très sèche par rapport à l'humidité très importante en profondeur. Et donc, à cet endroit-là, une bonne alimentation en eau assurée par ces remontées capillaires. Attention, cela se fait selon la texture, seulement dans la terre fine et encore mieux dans les textures fines, bien mieux que dans le sable. Cela peut remonter de plusieurs dizaines de centimètres au-dessus du niveau de la nappe et arriver au niveau des racines des arbres. Conclusion, on va avoir un diagnostic stationnel d'alimentation en eau qui se fait par étapes. Première étape, détermination du volume prospectable. C'était le sujet des séances 6 et 7. Ensuite, calcul et interprétation du rhume, sujet de la séance numéro 8. Et enfin, aujourd'hui, détermination des facteurs qui jouent sur le TP, comme par exemple l'exposition, le vent dominant. Et on va analyser les apports ou éventuelles pertes complémentaires avec la situation topographique et les éventuelles remontées capillaires. À partir de tout ça, on va pouvoir faire une synthèse en lien avec le P-ETP pour savoir s'il y a un souci. On est bien d'accord qu'en France, on a en général un P-ETP négatif. Il va donc falloir faire le lien entre les besoins des essences, leur capacité à supporter un P-ETP très négatif, et cet aspect est essentiel pour la survie. Donc l'analyse de l'alimentation en eau est un point clé pour la survie, mais également pour la productivité, ce qui nous intéresse directement. On va pouvoir utiliser des sites comme Climessence, par exemple, qui vont nous indiquer, donc là c'est plusieurs chaînes, quelles chaînes vont bien résister aux sécheresses et quelles chaînes vont moins résister aux sécheresses. Chaîne rouge, chaîne sessile, chaîne pédonculée vont donc avoir besoin de rhume associés aux autres facteurs qui devront être positifs pour assurer une bonne productivité, contrairement aux chaînes pubescentes. Voilà pour la séquence sur l'alimentation en eau. C'est un élément de cours assez simple, mais qui doit être absolument compris et il faut que vous soyez capable de l'interpréter sur le terrain, car il permettra de faire le lien avec la survie et la productivité des essences.